Michael Schumacher now, and Senna! My goodness! I just saw him plunge off to the right, and Senna has joined Pedro Lamy and JJ Letter in a shattered motor car. You can see the debris on the right. What on earth happened? 1er mai 1994. Grand Prix de Saint-Marin, à Imola en Italie. En tête au début de la 7e boucle, juste devant la Benetton d'un certain Michael Schumacher, Ayrton Senna perd le contrôle de sa monoplace dans la courbe ultra rapide de Tamburello avant de percuter un mur de béton à plus de 220 km/h. It looks like this corner that Senna was going round is absolutely flat out. It's 185 miles an hour. Le peuple au Riverdale ne brille plus. Les favelas se multiplient à travers le pays en réponse à un gouvernement silencieux. Le chômage se propage, telle une pandémie, pendant que le Brésil ne cesse de se fragmenter en 1000 morceaux. Mais au milieu de ce marasme, un gamin de la Sampa va s'appuyer sur son charisme pour émerger. Dans sa monoplace, ce casque jaune va pousser toute cette nation à garder la tête hors de l'eau. Chaque pôle, chaque dépassement, chaque podium, chaque hymne vont participer à rendre aveugle tout un peuple face à ses problèmes du quotidien. Accompagné fièrement de son drapeau brésilien, Ayrton Senna va amener de l'espoir là où il n'y a que du désespoir. Bonjour, chers auditeurs, et bienvenue dans cette 17e série de Géospoétique où nous allons découvrir un nouveau chapitre de la grande histoire du sport dans lequel Ayrton Senna change presque littéralement le visage du Brésil. Et pour ce faire, aujourd'hui je suis en compagnie de Thomas Volok. Bonjour Thomas. Salut Alexis. Comment ça va ? Écoute, ça va très très bien, tout au bien. Super. Donc Thomas, alors actuellement tu es rédacteur web, hein, on en a parlé un peu, mais pour Splash Food Magazine, Women's Hockey Life et Silverstone Monaco si je me trompe pas. Exactement. Grand passionné de hockey sur glace, mais surtout du monde de l'automobile. Et tu as aussi et surtout écrit 3 livres, donc un sur Max Verstappen, Le sacre d'un champion, donc coécrit avec Daniel Ortelli, celui de Sébastien Vettel, aussi coécrit, le Baby Schumi à la légende de la F1 avec Loïc Schenva-Paul, si j'écorche pas son nom de famille. Et, non, c'est bon, ça va, tu t'en sens plutôt bien. Ça va. Et ce qui nous intéresse aujourd'hui, tu as plus récemment donc coécrit Eternal Senna, une nouvelle fois avec Daniel Ortelli, où justement tu as récolté bon nombre de témoignages, d'anecdotes en tout genre. Et donc c'est pour ça que je souhaitais t'avoir comme invité pour un peu étoffer le sujet. Écoute, je te remercie pour l'invitation, j'ai vraiment hâte de commencer. Alors fin des années 80, début des années 90, c'est la période dont on va traiter aujourd'hui. Au Brésil, c'est une période très compliquée, on sort d'une dictature militaire. Et donc au milieu de ce marasme, il y a quand même un champion qui va émerger, et c'est Ayrton Senna. Ma première question, elle est toute simple. Quand les Brésiliens entendent parler pour la première fois d'Ayrton Senna ? C'est une très bonne question. La réponse, elle se trouve dans la presse brésilienne. On entend beaucoup parler d'un garçon du quartier de Santana, en karting, qui commence vraiment à donner quelques coups d'éclat et qui fait parler de lui au Brésil, mais aussi en Europe, notamment donc, en championnat du monde du Mans. Et ça passe à ce moment-là où vraiment les gens vont commencer à s'intéresser à lui. Le Brésil, ce qui est assez drôle, c'est qu'au moment où Ayrton Senna il va émerger, il va y avoir une rationalisation du carburant. Ce qui fait que tu as des politiciens qui vont dire non mais de toute façon les pilotes de karting on n'en a rien à faire, ça sert à rien, ils font absolument rien. Et parmi ces gens-là, il y avait un petit garçon qui s'entraînait sur le circuit d'Interlagos, Ayrton Senna. Donc c'est pour dire ça. Mais c'est alors il rentre en F1 en 1984. C'est vraiment à partir de ce GP de Monaco en 1984 que les Brésiliens se disent ce gars il a peut-être un truc en plus. Non, pas vraiment. Okay. Je pense que c'est dans les années 80 ou 81 où tu as une télévision brésilienne, Rede Globo, donc qui diffuse les grands prix de Formule 1, mais qui est aussi une télévision qui est ni plus ni moins que le canal de télévision le plus visionné au Brésil, qui va commencer à faire des petits reportages, des petits documentaires. Il y a une émission au Brésil qui s'appelle Esporte Espetacular, qui est une émission très populaire de sport au Brésil. Et il va y avoir plusieurs reportages d'Ayrton Senna qui fait ses premiers essais en F3, qui fait ses premiers essais en Formule 1. On va être vraiment on va suivre vraiment le profil de ce jeune garçon qui au début intrigue. Et puis évidemment, on cherche un successeur au Brésil à Emerson Fittipaldi. Donc voilà. Et est-ce que Ayrton Senna, donc on le sait, on va le voir dans le futur, il va un peu porter ce Brésil sur la carte, il va mettre le Brésil sur la carte. Est-ce que, dans ce que tu as pu entendre,
c'est une volonté dès le départ de vouloir élever le Brésil ou c'est plus une conséquence? Je pense qu'on est vraiment sur de la conséquence. Il s'expatrie très vite en Europe, il part en Italie, mais c'est en Angleterre où il va vraiment éclore aux yeux du monde. En vérité, Senna, il a toujours conduit pour lui, car le sport automobile, c'est vraiment sa vie et rien d'autre. Il était marié avec une femme, Lilia de Vasconcelos. Mais bon, la course automobile, c'était tout pour lui, donc il a décidé, il était marié, mais il a divorcé de cette femme-là. Et il va continuer sa carrière en sport automobile, avec évidemment la bannière brésilienne qui était très présente. En Formule 1, c'est vrai que c'était le pilote brésilien par excellence. Il y avait aussi Nelson Piquet qui était champion du monde au début des années 80. Mais en fait, le problème, c'est que Nelson Piquet, il venait de Rio de Janeiro. Senna venait de Sao Paulo. C'est un peu PSG-OM. On a à la côté la ville de fête, la ville du divertissement, qui est donc Rio de Janeiro. Et il y a São Paulo, qui est la ville vraiment industrielle, la ville vraiment financière, la capitale financière du Brésil, clairement. Et les gens vont s'amouracher du personnage qu'est Senna, qui est peut-être plus proche du peuple, plus proche, comment dire, de ses racines, mais qui vraiment montre sa fierté d'être brésilien. Par exemple, les entrevues à Rede Globo avec Reginaldo Leme ou Galvão Bueno, qui sont des journalistes de là-bas, où il va dire à la fin des entrevues bonjour à ceux qui me regardent au Brésil. Il y a vraiment cette fierté d'être brésilien. Mais avant tout, c'était un pilote qui courait parce qu'il aimait ça, son pays, bien sûr. Mais d'abord, il y avait le pilote. C'est super intéressant ce que tu dis là, justement, le fait de toujours avoir son drapeau brésilien. Est-ce que Ayrton Senna, il va un peu ramener à la bonne le fait d'être fier de sa nation au Brésil, pour toi? Par essence, j'ai envie de te dire que le Brésilien, il est fier d'être Brésilien. Pour lui, la bannière, c'est tout. J'ai rencontré beaucoup de Brésiliens lorsque j'ai réalisé ce livre et j'ai parlé avec beaucoup de Brésiliens. Je me suis énormément renseigné. Et alors, c'est vrai que quand tu parles de Senna, il y a les yeux qui commencent à être humides. Il y a vraiment ce côté de se dire c'est un mythe. Mais c'est aussi notre fierté. Il faut savoir que, comme tu l'as très bien dit, dans les années 80, le Brésil, notamment au Senna, au moment où il va éclore, le Brésil, il sort d'une dictature militaire qui a commencé en 64, mais qui finit en 85. En 85, le pays revient à la démocratie, mais c'est encore instable. Il va falloir attendre 3 ans pour qu'une nouvelle constitution soit adoptée. On est à une époque où le Brésil, vraiment, il se cherche des héros, entre guillemets, parce que la Seleção, qui donc n'a pas gagné la Coupe du Monde depuis 1970 en football, c'est compliqué. Et au Brésil, à part Fittipaldi dans les années 70, il n'y a pas vraiment grand monde. Senna, il arrive. Et en fait, ce qui est fascinant, c'est qu'il arrive dans une période au Brésil où on appelle ça la décennie perdue. On appelle ça cette décennie perdue simplement parce qu'il y a une énorme crise de la dette. Le Brésil, il rembourse des grosses dettes aux banques étrangères. Comme tu l'as dit, le pays il vit une très forte inflation. Et les prix ils montent chaque jour. Tu as dit l'inflation, elle est à 2000% par an. Alors de mémoire, c'était 87, c'était plus 980%. Et 1998, c'était quasi 2000. C'était 1900 et des brouettes. Mais ouais. Et tu vois, ce qui est fascinant, c'est que tu as ce pilote de Sao Paulo qui vient d'une famille aisée, qui réussit quand même à faire triompher le Brésil, mais qui en fait apporte une joie tous les dimanches en faisant briller son pays sur le devant de la scène internationale. Il y a une anecdote incroyable, c'est en 1986, quand en demi-finale en quart de finale, la France de Michel Platini bat le Brésil. À l'époque d'ailleurs, on appelait la France les Brésiliens d'Europe. Il va y avoir le Grand Prix de Détroit, je crois en Formule 1, qui se déroule le lendemain. Ayrton Senna bat Alain Prost. Et pour les Brésiliens, ça va être fou parce que ils vengent le Brésil quelque part. Je crois d'ailleurs que c'est le titre de l'équipe de l'époque. Tu as parlé effectivement de ce régime militaire, donc en 85, c'est pas vraiment une chute, mais donc on est en pleine transition démocratique, le Brésil se cherche, et est-ce que pour toi Ayrton Senna a joué un rôle dans le passage de cette transition démocratique, où justement il y avait un peu un flou, il n'y avait pas trop de gouvernement, lui il est un peu venu remplacer ça Je pense que Senna il incarne vraiment la fierté d'un peuple travailleur, un peuple déterminé, un peuple ambitieux. Quand tu vois maintenant ce que Ayrton Senna est devenu, c'est vraiment une personne, on voit son nom partout, dans les rues, dans les écoles. Mais c'est vrai qu'à l'époque, très tôt, les Brésiliens, ça c'est une information que j'ai réussi à trouver en faisant mes recherches lorsque j'ai commencé à écrire le livre, qui vient du livre Ayrton, o Herói Revelado, qui est donc la biographie portugaise d'Ayrton Senna, qui est peut-être pour moi d'ailleurs un des meilleurs livres qui a été fait sur Ayrton Senna, où en fait...
il va y avoir vraiment beaucoup de récupération politique au niveau d'Ayrton Senna. On va chercher vraiment à s'approprier le joyau qu'il était. Même si au début il n'y comprenait rien. Il y a un de ses amis un jour au Portugal, qui lui emmène voir une scénette politique et Ayrton Senna il va s'ennuyer à mourir et il va rien comprendre. Et c'est là en fait où tu te dis que plus tard, c'est en 84, comme tu l'as dit, où tu as Paulo Maluf, qui est un député fédéral de droite, qui est favorable à la dictature militaire. Il l'invite à un événement dans le cadre de sa candidature à la présidence. Alors Senna, il y va. Bon, il discute de voitures et pas de politique, parce que Senna, à l'époque, il veut pas trop se mouiller. La situation est assez compliquée au Brésil. Mais ça marque quand même, tu vois, un début de récupération symbolique. Et le truc, c'est que même si donc Paulo Maluf, il va échouer à l'élection présidentielle, il s'assure en quelque sorte d'avoir le soutien de Senna pour les élections municipales à venir. Mais est-ce qu'au final, toute cette récupération politique, parce que moi aussi donc j'ai lu un peu articles, études brésiliennes, où justement, eux, ils voyaient davantage ça comme le fait que chaque politique, finalement, essaie de récupérer un peu une pincette de Senna, au contraire, ça a contribué à renforcer son image et à faire l'unanimité. Tu trouves que c'est un peu ça, ça a suivi cette tendance ? Senna, d'après mes recherches, c'est sûr que, alors, je vais pas dire unanimité, parce que ça veut dire que tout le monde l'aimait au Brésil. Il y a des journalistes, je crois que c'est Celso Itibere, du journal O Globo, qui lui a été vraiment un virulent adversaire de Senna dans la presse brésilienne. C'est assez fascinant, parce que on a cette image hagiographique, tu vois, d'Ayrton Senna, qui est un garçon fier du Brésil, fier d'être brésilien, qui emmène le Brésil au sommet et qui pilote les voitures les plus rapides du monde. Mais ce journaliste, il va pas non plus oublier que Senna, c'est un petit malin. C'est un petit malin parce que, par exemple, il va dire au début de week-end que la voiture, elle est mauvaise. Parce que comme ça, s'il fait une performance de folie, les gens vont dire « Ah, la voiture est mauvaise ». Mais Senna, il est tellement grand qu'il est incroyable. Les journalistes de l'époque, certains du moins, ont compris qu'il usait de mind games. Moi, j'appelle ça les mind games. Vraiment, c'est des jeux psychologiques pour se faire bien voir. Vraiment, il avait compris par rapport à cette politique-là. Mais pour revenir à la politique pure et dure, Senna, il a toujours été approché par le parti conservateur. Et non par le parti de travailleurs, c'est normal, j'ai envie de te dire, parce que il vient quand même donc de Sao Paulo, qui est la vie financière. Mais c'est vrai que au début, il s'est mouillé plusieurs fois, notamment en soutenant, comme je disais, Paulo Maluf. Mais il y a aussi eu Fernando Collor, qui lui donc a été président du Brésil et qui a invité Senna donc lors de son investiture après avoir battu devine qui, Lula qui est l'actuel président du Brésil. Et donc ça fait vraiment un full circle moment. Et tu vois, au moment de cette investiture-là, en 1990, Senna il hésite un peu à y aller. Parce qu'il y a des accusations de corruption, c'est pas encore officiel, mais ça commence à se faire. Il finit par accepter, et donc tu le vois, il y a une photo incroyable où tu le vois descendre la rampe du palais présidentiel, donc aux côtés de Fernando Collor, sous les applaudissements de la foule. C'est un moment super fort, hyper symbolique. Mais même si tu vois, il s'engage pas publiquement de façon explicite, il donne vraiment l'idée que c'est un soutien moral fort pour son pays. C'est vraiment le personnage, on est au-delà du sportif. Oui, t'as employé le terme, là aussi tu l'as employé, mais héros national. Est-ce que, justement, des pans de son caractère, ses discours un peu rêveurs, vont influencer le Brésil d'une telle façon qu'aujourd'hui, on peut peut-être encore revoir des pincées de ses discours, de son caractère résilient, ou pour toi, ça a quand même pas autant impacté le Brésil ? Alors pour moi, c'est peut-être pas dans les discours qu'il faisait que Ayrton Senna, il a eu beaucoup d'impact, mais c'est plus grâce à la fondation Ayrton Senna et l'Instituto Ayrton Senna, qui en fait, là on est dans des actions concrètes. On est sur un institut qui développe beaucoup de choses pour les enfants défavorisés du Brésil, et je crois que c'est Nuno Cobra, qui donc est son entraîneur à Sao Paulo, que j'ai eu donc lorsque je l'ai interviewé pour ce livre, où il me dit clairement que l'Institut Ayrton Senna, c'est le ministre des Affaires sociales pour les enfants, quoi. C'est le ministre des Affaires sociales du Brésil. Alors certes, quand tu as des prises de parole de Senna, que ce soit dans le documentaire ou au Brésil, c'est très philosophique, c'est très, tu vas dire rêveur, mais c'est assez réfléchi. Senna, il prenait beaucoup de temps. Lors de l'entrevue, d'ailleurs, ça fait rire beaucoup de journalistes, parce que les journalistes lui posaient une question, prenaient 10-15 secondes pour réfléchir, et il répondait. Mais en fait, pour moi, l'acte le plus concret, c'est vraiment la fondation
Il y a une anecdote que je peux te sortir, c'est une personne que je connais qui est brésilienne, était donc du côté d'Antibes, dans le sud de la France, et elle a rencontré des Brésiliens. Et ces Brésiliens portaient donc un t-shirt de l'Institut Ayrton Senna. Elle se dit tiens, vous l'avez eu où? Et elle dit c'est l'Institut Ayrton Senna que l'on aide. Et avec ce t-shirt là, on a fait une croisière pour les enfants défavorisés du Brésil. On leur a montré un peu ce qu'il y avait autour. Et c'est des choses en fait où ça fait tellement de choses pour les Brésiliens. C'est vraiment peut-être l'acte le plus concret qu'il y a eu pour Ayrton Senna au niveau du Brésil. D'ailleurs, son entraîneur, il me l'avait dit clairement. Il m'a dit maintenant, Ayrton Senna, s'il était toujours vivant, il serait président. Ah oui, tu penses que, de ce que t'as... Ouais. Moi, je pense pas. Son entraîneur, il le pense. Il le connaissait extrêmement bien. Hein, c'était la personne dans laquelle il était le plus proche. Je peux pas dire que je le pense pas parce que j'aime pas faire des projections qui malheureusement n'auront pas lieu. Mais quand on voit son charisme, quand on voit ce qu'il a fait pour le Brésil de son vivant, et après, il y a un potentiel pour qu'il ait des hautes fonctions d'État. Parce que pour toi, c'est vraiment grâce à son caractère qu'il a autant réussi à faire l'unanimité. Parce que, tu l'as dit précédemment, des Brésiliens qui ont gagné en F1, il y en a eu. Fittipaldi, Nelson Piquet, même... Barrichello, Massa. Après, il y en a eu. Donc, pour toi, c'est vraiment hors de sa monoplace qu'il est parvenu à créer l'unanimité au Brésil? Alors, je pense que c'est partagé. Parce que s'il avait été aussi inspirant, mais qu'il n'avait pas eu les résultats qu'il a eu, je pense pas que le Brésil en aurait eu quelque chose à faire. Je pense qu'effectivement, quand tu as 3 titres de champion du monde dans ta besace, dans une époque où tu as des pilotes qui se battent de manière fratricide et où la mort est présente à chaque Grand Prix, je pense que ça joue aussi un peu. Et est-ce que on pense directement... alors, je sais pas si c'est un mauvais côté de Senna parce que c'est un peu le sport. Par exemple, ça lui arrivait pas d'être virulent, mais il avait déjà un peu cette réputation d'être très directif, même parfois un peu trop. Est-ce que ce genre d'action, ça va un peu écorner quand même son image au Brésil ou pas du tout? Au Brésil, alors à la télévision, Rede Globo, donc avec Galvão Bueno, donc qui commentait les grands prix. Quand tu écoutes les archives de Rede Globo, bon, on est sur un parti pris. On est sur Ayrton Senna, voilà. Le français c'est le méchant, donc le français étant Alain Prost. Donc voilà. Cependant, pour avoir recherché beaucoup de choses sur Suzuka 90, mais aussi 1989, parce qu'en 89 il y a aussi un accrochage à Suzuka avec Alain Prost, où c'est Senna qui s'accroche avec Alain Prost ou Alain Prost qui s'accroche avec Senna. Ça, je vous laisse regarder les images. Les gens feront leur propre avis. Tu vois quand même que la presse brésilienne est quand même un peu circonspect sur le sujet. Mais c'est vrai qu'au Brésil, il fallait pas toucher au mythe Senna. Parce que c'est ni plus ni moins le sportif qui amène ses lettres de noblesse au sport dans les années 80 et 90. Avant Romario, avant Bebeto. Donc pour moi c'est comme ça. Et cette victoire chez lui, presque littéralement chez lui, Interlagos, c'est à quelques pas de Sao Paulo, en 91. Est-ce que ce GP symbolise l'impact de Senna sur le Brésil et sa grandeur pour le territoire? Pour les gens hors du Brésil, oui. Mais pour les gens au Brésil, j'en doute. Ah ouais? J'en doute parce que si tu veux, lors de mes recherches et pour avoir parlé des gens qui l'ont fréquenté de très près, tu te rends compte que Senna, il avait vraiment travaillé, et son entraîneur Nuno Cobra, ils ont vraiment travaillé sur la résistance à la frustration. Okay. C'est-à-dire qu'en fait, dans le cockpit, tout peut arriver. Et il y a beaucoup de grands prix où Senna a eu des soucis mécaniques, où il a fini avec des crampes partout et où il a gagné. Le seul problème, c'est que c'est pas assez médiatisé et ça ne rentre pas vraiment dans le narratif que l'on veut donner. Après, c'est sûr que c'est sa première victoire au Brésil. Il la voulait vraiment. La foule, elle est incroyable, elle est en joie. T'as aussi les images de 93 où la foule vraiment le rejoint et encercle sa voiture. Fangio qui remet la coupe, en plus un autre Sud-Américain, ça c'est absolument génial. Mais c'est vrai que cette victoire au Brésil, c'est vraiment la quintessence pour les fans de Formule 1 et pour ceux qui suivent la F1, du symbole qu'est Senna. Mais je pense que pour les Brésiliens, c'est plus une question de globalité. Ouais, y a pas...
Ou je sais pas, toi, peut-être qu'un GP qui est ressorti dans tes diverses interviews. Moi, je vais être très biaisé parce que pour moi, Interlagos 91, c'est la plus belle course possible et inimaginable. Mais je vais te ressortir le Portugal 85 pour les raisons politiques qu'on connaît, où le pays est en deuil. Parce que donc le président donc de l'époque, qui est donc le président qui en gros met en quelque sorte fin à cette dictature, décède, Tancredo Neves. Et donc le pays est en deuil et on a ce pilote qui vient de sa première victoire sous l'eau au Portugal. Ça, c'est génial, tu vois. Donc ouais, pour moi il y a ce Grand Prix là qui est aussi important. Ouais, donc c'est au final José Sarney, vice-président, qui va être élu. Ah, terrible. Et donc t'en as parlé de ce duel qui va marquer finalement l'ensemble de la carrière d'Ayrton Senna, ce duel avec Alain Prost, qui aujourd'hui est un peu interprété comme un duel entre Brésil, pays un peu du tiers-monde, dans un contexte en plus de sortie de la guerre froide, face à Alain Prost, le français, pays développé, hémisphère nord, dans une discipline en plus qui est une discipline traditionnellement dominée par les Occidentaux. Et Ayrton Senna, lui, à un moment où les Brésiliens, il y a un véritable complexe d'infériorité qui peut ressortir, va tenir tête à Alain Prost. Est-ce que ces duels, ces victoires sur Alain Prost, pour toi, va être aussi interprété à cette époque comme la victoire du Brésil, la victoire du tiers-monde sur un peu l'Occident ? Alors pour moi, pas vraiment. Pas vraiment parce que on reste dans le contexte du sport. On n'est pas sur une opposition Khabib-McGregor, par exemple. Ouais. On n'est pas sur une opposition Occident et cette partie du Daghestan. On est vraiment sur une opposition sportive. Par contre, ce que je trouve intéressant, c'est qu'en fait, c'est la relation Honda-Ayrton Senna. Honda donc qui motorisait la voiture de Senna en 87 chez Lotus et qui a fait faire ses coups d'éclat entre 1989 et 1992, où le motoriste Honda va faire briller les couleurs donc de McLaren avec Senna. Et en fait, pour moi, c'est vraiment quelque chose de très important parce que les Japonais sont très bien avec Senna de chez Honda. Bon, déjà parce qu'il était très méticuleux, très rigoureux, perfectionniste, très très rigoureux vraiment à la japonaise. Mais aussi, il faut savoir que dans les paddocks de Formule 1, la langue officielle c'est l'anglais. La langue officielle c'est l'anglais. On parle anglais tout le temps. La FIA donne des amendes si on parle pas anglais lors des conférences de presse, par exemple. Et voilà. Et en fait, les Japonais se disaient mais en fait, ce petit Brésilien, il vient d'un pays comme le nôtre. En gros, c'est eux contre nous. C'est un peu dans ce côté opposition pays pas majeur, du moins dans le sport automobile, où vraiment ils vont s'allier et ils vont faire des choses ensemble. Il y a quelque chose d'incroyable et ça va vraiment être un cercle vertueux, notamment pour la popularité de Senna au Japon, parce que Senna, tu as la Fuji TV, qui est une chaîne de télévision japonaise qui diffusait les Grands Prix à l'époque. Eh bien, tu as le réalisateur de Fuji TV lors des Grands Prix qui va dire « Fais-moi un zoom sur le casque de Senna, fais-moi un zoom sur la McLaren ». Parce qu'en fait, c'était une manière de montrer aux gens il est comme nous. Il vient pas d'un pays comme la France, il vient pas d'un pays comme l'Angleterre, il vient pas d'un pays comme l'Allemagne, comme l'Italie, qui sont des pays de sport automobile par essence, sans mauvais jeu de mots. Il vient d'un pays comme le nôtre, en fait. Japon, Brésil, sport automobilement parlant à l'époque, il n'y a pas grand-chose à dire. C'est pour ça que pour moi, il y a pas vraiment de duel contre Prost, mais c'est plus un alliage entre Senna et Honda, donc Brésil et Japon. C'est super intéressant. J'avais pas entendu parler de cet angle, donc. Alors ça c'est en faisant mes petites recherches, notamment dans plusieurs bureaux en portugais, dans plusieurs livres et dans plusieurs journaux, parce que l'avantage dans les livres c'est que tu peux prendre du temps. Tu as parlé de Suzuka, le circuit de Suzuka, c'est vraiment un circuit majeur de l'histoire de la Formule 1 et c'est vrai que c'est le genre de choses en fait. Vu que tu écris un livre, tu as le temps d'écrire, mais tu as aussi le temps de la recherche. C'est où tu peux extirper des petites citations, où tu peux essayer de comprendre un peu plus quand tu parles avec les gens, quand tu rencontres les gens aussi. Tu peux avoir beaucoup plus d'informations que si tu faisais un article ou si tu regardais un documentaire ou un reportage. Donc c'est ça qui est hyper intéressant. Moi, c'est pour ça que j'aime les livres, clairement. C'est pour ça que j'aime écrire les livres, parce qu'en fait, je vais jusqu'au fond du problème. Je vais jusqu'au fond de la chose pour expliquer aux gens pourquoi, d'après mes recherches et d'après mes interprétations, ça s'est passé comme ça. Et en général, j'évite de trop donner mon avis. En général, je laisse parler les gens qui
qui m'en parlent très bien d'ailleurs parce qu'ils l'ont vécu. Bah c'est super intéressant. Et en fait, pour un peu rebondir là-dessus, c'est vrai qu'il y a aussi cette idée que Ayrton Senna, donc au-delà d'être un héros national, il avait une image très atypique pour un Brésilien, car si on prend l'exemple de Pelé, qui, bon, là aussi une icône, je vous apprends rien. Pelé était connu par sa maestria, son physique hors norme, sa manière de jouer, de manier le ballon. Et ce qui était très intéressant, et ce qui est ressorti dans beaucoup de journaux brésiliens que j'ai pu lire, c'est qu'en fait, Ayrton Senna était un peu l'alliance entre la tradition et la modernité. Avec d'un côté tradition, donc croyant, fierté brésilienne, très famille, et de l'autre modernité avec son talent, ses connaissances mécaniques, et même le fait de battre finalement l'Occident entre guillemets dans un domaine où les pays du tiers-monde et le Brésil ne brillaient pas spécialement, à savoir celui de la technique. Est-ce que cette image un peu de justement créer la symbiose entre peut-être deux générations, différents pans de la population qu'on disait antinomique, va ressortir ? Alors, je vais juste, là, quand tu vas parler de Pelé, je vais te poser une petite devinette. Est-ce que tu sais c'est quoi le point commun entre Pelé et Senna, avec le fait qu'ils soient tous les deux brésiliens ? Alors là, j'ai pas... Peut-être qu'ils se sont exilés à un moment, enfin Pelé à la fin il a été beaucoup aux États-Unis. Alors ils ont tous les deux eu la même compagne, Xuxa Meneghel, donc qui quand elle a lancé sa carrière dans le mannequinat, elle s'est aidée de Pelé, elle est sortie avec avant de rompre avec lui, et elle s'est ensuite mise avec Ayrton Senna, ou alors à l'époque Xuxa Meneghel, elle a vraiment une émission de télévision, c'est une superstar, c'est la Dorothée brésilienne, quoi. Il y a encore ces chansons au Brésil qui sont diffusées, il y a des albums, c'est vraiment Dorothée Brésil, mais je pense 2000% de plus. Ah c'est fou ça. Donc ça c'est pour l'anecdote. Mais pour revenir entre Pelé et Senna, je pense que ce qui est le plus fou, c'est que alors Pelé c'est une légende, c'est un mythe, mais on n'a pas d'image. C'est vrai. Senna, on a des images, on a des vidéos, on a des reportages, on a des courses. Et c'est vrai qu'on a ce côté. Moi, je pense que vraiment, ce qui est fascinant chez Senna, c'est le côté vraiment travailleur, le côté perfectionniste. Et il faut dire que pendant longtemps, Pelé, dans les années 70, lorsqu'il passe au New York Cosmos, et même avant, c'est un peu compliqué. Les années 60, je crois que c'est Coupe du Monde 66, où il se blesse au premier tour. Mais voilà, et en fait, si tu veux, Pelé, il a ses zones d'ombre qui ont été documentées à l'époque. Senna, c'était pas trop ça. Senna, c'était vraiment monsieur très propre sur lui, et puis qui vient d'une bonne famille, qui est fier de sa famille, fier de son pays, travailleur, papa est dans la métallurgie, donc c'est aussi pour ça que le mythe a marché quelque part. Mais par contre, quand tu creuses, et c'est encore une fois, on en revient à l'avantage de faire des livres, c'est que tu peux trouver des informations où tu dis, d'accord, si par rapport si j'avais croisé un jour Senna, ça serait peut-être pas aussi bien passé que je le penserais. Je crois que c'est en 92 où il est dans la rue à Sao Paulo. Il y a un journaliste avec une caméra qui le voit. Il est avec une femme, donc une actrice américaine, je crois. Eh bien, Senna va prendre la caméra, il va la défoncer contre la vitre du cinéma. Une autre chose, il y a aussi le fait que dans les années 80, il y a Nelson Piquet, donc le rival, qui en fait va s'amuser à propager des rumeurs d'homosexualité d'Ayrton Senna, dans lequel il va dire il passe quand même beaucoup de gens avec cette personne qui était Armando Botelho, son homme de confiance. Il passe quand même beaucoup de gens. Je sais pas si tu imagines, mais il y a quand même des gens qui ont payé des membres d'hôtel pour aller voir ce qui se passait dans la chambre de Senna à l'époque, pour salir sa réputation. C'est quand même fou. Et t'as aussi une autre chose, avec du recul, ça fait réfléchir. Senna a été en couple donc avec Xuxa, donc avant dans les années 80, mais avant il était avec une femme qui, je crois, avait 15 ans ou 14 ans quand il en avait 23. Ça, au Brésil, on n'en a pas trop parlé. Il faut savoir qu'en matière sociétale, le Brésil est un métier très libéré. Donc c'est là où ces petites zones d'ombre, pour moi, quand on regarde la carrière de Senna, on n'en a pas trop parlé. Sans compter l'agressivité qu'il pouvait avoir avec ses mécaniciens. J'ai parlé avec des mécaniciens qui ont travaillé avec Senna. Alors, ils m'ont dit très perfectionniste, très travailleur, très agréable. Mais j'ai aussi lu
et je n'ai pas recueilli, mais j'ai lu des témoignages dans lesquels tu as des mécaniciens qui disaient il nous frappait. Ouais. Donc c'est là en fait où c'est la complexité du personnage, si tu veux. Mais pourquoi on n'en parlait pas? Parce que moi aussi, ce qui m'a intrigué, et ce qui m'intrigue toujours en réalité, c'est que Senna vient quand même d'un milieu aisé. Et comment lui, il a réussi à devenir intouchable, à faire l'unanimité? Je pense que c'est vraiment quelque chose de très brésilien. Il rendait fier le pays. Et en fait, c'est un peu des moments de bonheur qu'il offrait au pays. Avant donc l'entrevue, je me suis replongé un petit peu dans des archives de journaux, histoire de pas dire trop de bêtises. Et il faut savoir que en 1988, quand il gagne le titre de champion du monde, il est escorté par 2 chasseurs de l'armée de l'air. Alors t'as le président Fernando Collor qui lui envoie un message patriotique à la radio. Ayrton il est accueilli, il participe à une célébration et tu as donc un journaliste qui écrit que en fait Senna il a tout simplement l'âme de millions de fans et il redonne un peu d'esprit perdu au milieu des crises économiques et politiques. En fait, quand tu es dans un contexte sociétal et politique où en fait le Brésil à l'époque c'est très sombre, c'est très négatif, même médiatiquement. C'est peut-être aussi pour ça que Rede Globo a forcé beaucoup la main à Senna, parce qu'il y avait peut-être le gouvernement brésilien qui était au-dessus de Rede Globo, parce qu'en fait il fallait faire oublier le marasme politique dans lequel était le pays. Il est plus influent que le président à cette époque-là, durant cette période, au Brésil. Je pense que Senna, avant tout, il reste sportif. Mais son influence morale, symbolique, elle est décuplée. Parce que, encore une fois, c'est pas un secret. Je te dis, j'ai parlé avec beaucoup de Brésiliens pour l'ouvrage, et la corruption, c'est totalement quelque chose d'accepté. Hein. C'est accepté. J'ai une personne que je connais du Brésil qui m'a dit je préfère un président qui me vole plutôt qu'il me viole. C'est pour te dire voilà le contexte du Brésil en 2024. Mais c'est accepté. C'est accepté. Et comment ça se fait qu'on ait des gens comme Lula au pays qui sont dirigeants du pays alors qu'ils ont été condamnés? C'est que le Brésil est tolérant, mais il se repose aussi beaucoup sur ses idoles. Et Senna en était une. Alors, à l'époque, c'est vrai que, politiquement parlant, je pense pas qu'il avait un poids, mais c'est plus symboliquement. Et donc, en fait, tu as dit, hein, on mettait pas en avant ces zones d'ombre et autres. C'est aussi, et forcément, parce qu'on sait ce qui s'est passé en 94. Il avait tout pour être champion du monde. Alain Prost prend sa retraite en 93. 94, c'est censé être sa saison. Il n'y a plus personne. Problème, d'un côté, sa monoplace est moins performante que ce qu'on pouvait penser. Et de l'autre, il y a un petit nom, je sais pas si tu connais Michael Schumacher. Un petit Allemand, ouais. Un petit Allemand pas mal qui dans sa Benetton va impressionner. Hein. Il va arracher les 2 premiers Grands Prix de la saison, alors que Senna avait fait les pole positions. Et quand on arrive au week-end du Grand Prix de Saint-Marin, vendredi, un pilote se blesse. Samedi, un pilote meurt. Ayrton Senna accroche sa 61e pole position. Il a un très mauvais pressentiment. Et dimanche, il se passe ce qui se passe. Un crash et c'est la mort. Et est-ce que cette mort, c'est un véritable séisme au Brésil? On est sur un séisme aussi grand que celui qui vient de se passer en Russie. C'est 8.8 sur l'échelle de Richter, mais il y a un décès, mais tout le pays est orphelin. C'est d'ailleurs une des phrases, je crois, qu'il y a dans le Folha de São Paulo, donc qui est le journal le lendemain de la mort de Senna. C'est une onde de choc. C'est une onde de choc parce que oui, la saison n'a pas très bien commencé. On le saura plus tard, mais il y a des gros soupçons de anti-patinage et de aide illégale sur la Benetton de Michael Schumacher. Senna avait repéré ça au Grand Prix qui précédait, au Grand Prix du Pacifique à Aida. Donc ça, c'est étonnant. Mais le décès de Senna, c'est un séisme, c'est un tremblement de terre, appelle ça comme tu veux, mais c'est un clap de fin, tout simplement, pour la Formule 1. Il y a son psychologue Jacques Dallaire, qui maintenant est à Concorde, en Caroline du Nord, qui l'a suivi pendant plusieurs années, notamment au début de sa carrière, qui m'a dit
après sa mort, je n'ai pu regarder de la F1 pendant 3-4 ans. Parce qu'en fait, c'était ma vie qui s'arrêtait. Les Brésiliens qui ont arrêté de regarder la F1 après le 1er mai 94, il y en a énormément. Et puis quand on parle des funérailles, c'est quelque chose que je dis, mais parce que j'ai entendu dans des millions de reportages, c'est les funérailles d'un chef d'État. On est sur 3 millions de personnes. 3 millions de personnes, 6 heures de direct. Enfin, pour te dire, encore une fois, pour le livre, je me suis regardé les 6 heures de direct en archive sur YouTube. Je me suis regardé les 6 heures. Il n'y a pas grand-chose à dire. Hein. Mais en fait, tu as juste tout un peuple qui pleure. Tu as tout un peuple qui pleure son champion et qui se dit, mais maintenant, en fait, la personne qui nous donnait de la joie tous les dimanches, elle n'existe plus. Elle n'existe plus. Mais j'ai envie de te dire, c'est la même chose que les Argentins pour Maradona. Quand Maradona meurt, c'est aussi une nation tout entière qui pleure. C'est là où, pour moi, l'époque de la Formule 1, une époque de la Formule 1 est morte avec Senna. Mais il faut savoir que le Brésil, quand on touche à sa chair, quand on touche à son intérieur, en général, c'est quelque chose qu'il va regretter, mais dont il va se souvenir avec amour. Tu vois, si on regarde les funérailles de Senna, je t'invite à regarder les funérailles de Tancredo Neves, des photos de Tancredo Neves, qui devait prendre le pouvoir en 85. Tu as des photos, ça ressemble point par point à celle de Senna. Tu as Carmen Miranda dans les années 50, qui était une actrice, qui était une chanteuse, qui a fait grande carrière à Hollywood, qui est donc enterrée à Rio de Janeiro. Elle a eu des funérailles aussi incroyables. Je pense qu'en fait, que quand tu retires un symbole de joie, dans le cas de Miranda et de Senna, et un symbole d'espoir, comme pouvait l'être par exemple Tancredo Neves, le Brésil va se sentir affecté. Et c'est là pour moi où c'est quelque chose où on touche vraiment fondamentalement aux valeurs du Brésil. Une nouvelle fois, on a l'impression que la vie d'Ayrton Senna est scriptée tellement à chaque fois, on a l'impression que c'est surréaliste. Est-ce que, paradoxalement, donc sa mort va l'élever dans une toute autre sphère dans l'imaginaire collectif ? De toute façon, je pense que globalement, quand quelqu'un meurt, on le met sur un piédestal. Alors, imagine, si t'es 3 fois champion de Formule 1, si tout un pays est derrière toi, si tu as apporté de la joie à ton pays pendant 10 ans de carrière en F1 à l'époque, et là, tu meurs à pleine vitesse, en direct, à la télévision, en mondiovision, t'as un antipathique, faut le dire, hein, antipathique. Moi, j'aime Schumacher. Depuis que je suis enfant, j'aime Schumacher. Mais encore une fois, quand tu es dans les journaux, on se dit, mais c'est qui cet Allemand ? C'est qui cet Allemand qui va faire concurrence à Senna ? Senna ne l'aimait pas. Et Schumacher n'aimait pas Senna. Il y avait un manque de respect entre les deux parce que Senna estimait qu'il méritait le respect et Schumacher disait carrément, je m'en fiche. Alors que bon, Schumacher était le premier à avoir des posters de Senna dans sa chambre. Mais c'est vrai que cette mort, si tu veux, elle a tout pour qu'on rentre dans un récit hagiographique. Et c'est là où, pour moi, c'est important en tant qu'auteur de faire attention à ce que j'écris, mais aussi de pas être dans le côté, comme je disais, hagiographique, de se dire oui, c'était le plus grand, c'était un très grand pilote. Je n'ai rien à dire sur ça. Mais le fait que tu meurs dans les circonstances dans lesquelles tu meurs, c'est vrai que ça élève le personnage encore plus. Après, il y a aussi la fondation avec l'Institut Ayrton Senna, où clairement il passe à la postérité et non à la prostérité de manière grandiloquente. Et c'est pour ça qu'au Brésil, le casque jaune avec les bandelettes jaunes et bleues est vénéré. Parce qu'en fait, il fait des choses que le gouvernement du Brésil n'est pas capable de faire, ou ne fait pas. Et il faut aussi que l'image de Senna est très très bien gérée. La famille Senna, donc avec Viviane Senna, sa sœur, gère très très bien l'image de Senna. C'est vraiment attention. Quand tu sors quelque chose sur la famille de Senna, tu sais pertinemment que si c'est officiel, ça peut être contrôlé, ça peut être vérifié. Il y a des choses que j'ai écrites par exemple dans les livres sur Senna. Alors le livre n'a pas été approuvé par la famille Senna. Ça change pas à peu près grand chose, à part peut-être qu'en tant que lecteur, en tant qu'auteur, on a eu peut-être plus de liberté. Et puis on s'est assuré vraiment de tout sourcer. Mais c'est vrai que tu as un narratif qu'il faut faire perdurer quelque part. Moi, je suis un peu contre ça. Ouais. Et pour conclure ce magnifique voyage dans les années 80-90, est-ce que il y a eu un avant et un après Ayrton Senna pour le Brésil ?
Alors, je vais te le dire avec une petite histoire. En fait, un an plus tard, tout simplement, en 95, il faut savoir que le casque de Senna, tu pourras voir, il y a un sponsor qui présente le casque de Senna, c'est Nacional. C'est la Banco Nacional, donc qui était la banque du Brésil. Vraiment, si tu vois des publicités sur YouTube, c'est adorablement drôle. Tu es Ayrton Senna avec une petite casquette nationale, c'est devenu une casquette iconique. Même moi, je l'ai chez moi. Et en fait, Senna meurt et il va se passer quelque chose qui est réel. Et le plan réel, c'est qu'en fait, on va chercher à avoir des mesures économiques pour lutter contre l'hyperinflation qui détruisait l'économie du pays depuis des années. Et ce plan réel, il va faire en sorte que non seulement la Banco Nacional disparaisse, mais qu'en fait, ça révèle des choses. Et en fait, pour moi, c'est un peu comme si le Brésil se réveillait. Parce que Senna meurt en 94, tu as le plan réel qui arrive en 95. Et en fait, il est révélé que lors de ce plan réel, que la Banque Nationale, il y a des suspicions de fraude. Bizarrement, il y a de la corruption. C'est-à-dire, bon, on est au Brésil. Mais bon, il y a de la corruption, il y en a partout, de toute façon. Même à Monaco ou en France, il y en a partout. Et en fait, cette banque-là va disparaître. Elle va disparaître. Et alors que Banco Nacional était érigée comme symbole, sponsor, maître d'Ayrton Senna, maintenant, elle n'existe plus. Elle n'existe plus. Mais pourtant, dans l'imaginaire des gens, cette banque sera toujours celle de Senna. Et les gens se souviendront avec amour de la Banco Nacional. Je peux même te dire que maintenant, au Brésil, tu as toujours des gens qui ont ce souvenir de la Banco Nacional parce que c'était lié à Senna et que certes elle a disparu, mais que l'héritage de Senna est tellement fort que la banque elle reste là, si tu veux. C'est pour moi, ça montre en fait que il est mort. Le Brésil après a eu des tourments économiques qui ont renforcé le pays. Des fois, comme la Banque Nationale, ça a fait l'histoire que ils ont disparu, mais l'image de Senna est intacte, elle reste toujours là. Mais parce qu'en fait, il a fait tellement de choses pour son pays. Il y a une histoire toute bête, c'est que lorsque Senna est mort, plusieurs mois plus tard, il y a beaucoup d'associations qui se sont rendues compte. Mais attendez, Ayrton, on a reçu des dons anonymes de plusieurs millions de dollars. Ça venait de qui ? Ça venait de Senna. Senna faisait des dons pendant des années, mais le problème c'est que tu as beaucoup de gens qui diraient oui, je fais des dons, c'est public, tout le monde en parle, etc. Senna c'était l'anti-public quoi. Il n'en parlait pas. Et je pense que c'est pour ça que ce qui restera de Senna, c'est plus l'image vraiment de ce garçon qui donnait beaucoup pour son pays et qui malgré les difficultés économiques que le pays traverse maintenant, je pense qu'il y a toujours un peu de Senna dans chacun des Brésiliens. Ouais. Et puis même comme je te le dirais, je reprends les termes de Nuno Cobra qui m'a clairement dit il aurait pu être président. Je suis pas trop d'accord, mais je t'avoue que quand je l'ai en face de moi, j'ai envie de le croire parce qu'il le connaissait très bien, Ayrton. Super mot de fin pour cette superbe interview. Un grand merci pour toi. Je sais pas si là tu as des petits projets que tu as envie de parler. Ah si, bien sûr. Moi j'ai toujours des millions de projets. J'adore la Formule 1, j'adore le sport. On est beaucoup, notamment comme toi. Merci beaucoup déjà pour l'invitation. C'était super génial de parler de sport automobile, de politique aussi. Parce qu'évidemment, je trouve que ce qui est intéressant, et c'est l'angle que tu as choisi pour ton podcast, le sport et la politique, c'est intimement lié. Donc merci encore pour l'invitation. Et puis pour les projets, j'espère une sortie d'ici 2026. Okay. Ça sera sur un pilote de Formule 1. Donc voilà. Pour l'instant, c'est un peu en sous-marin, mais on travaille dessus. Mais j'avoue que le Senna m'a permis de me délester de pas mal d'inquiétudes. Donc voilà, si j'ai fait quelque chose sur Ayrton Senna, je peux faire d'autres choses. Écoutez, préparez vos précommandes pour 2026. On espère. Tu vas mettre la pression maintenant. On espère. En tout cas, une nouvelle fois, un grand merci à toi, Thomas. Et un grand merci à vous, chers auditeurs. N'hésitez pas à vous abonner, à noter le podcast, ça m'aide beaucoup. Et on va continuer dans cette voie-là pour la nouvelle saison qui arrive 2025-2026. Donc un grand merci et une nouvelle fois un grand merci à toi, Thomas. Merci encore.